Salut à tous, bienvenue dans Ma Vie de Geek. Aujourd'hui, on reçoit un passionné d'histoire. Alors, pas l'histoire du jeu vidéo ou des comics, non, l'histoire. L'histoire avec un grand H. Et pour cause, sa chaîne regorge de vidéos qui nous permettent de comprendre l'histoire de manière ludique. Et puisqu'on parle d'histoire, eh bien, c'est à son histoire qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Je reçois Benjamin, alias Nota Bene. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour qu'on te connaisse un peu mieux dans cette émission. Tu t'intéresses tellement au parcours des autres que là on va faire un peu l'inverse si tu m'autorises. Allez, et c'est à toi qu'on va s'intéresser. Ma première question, est-ce que tu apprécies le lieu qu'on a choisi pour tourner? Ah mais complètement, le château d'Amboise c'est un lieu qui est magnifique, on a une super vue, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a vu passer beaucoup de personnalités, beaucoup d'événements. Léonard de Vinci aussi, en plus on est dans la 500e Et on est dans l'actualité. Voilà, c'est vraiment l'actu quoi. Ouais. Bon, alors on va bien sûr évoquer dans cette émission tes vidéos, ta chaîne YouTube, qui atteint les 70 millions de vues. Ça c'est juste incroyable ça. Ça donne un peu le vertige j'imagine, non? Ça veut plus rien dire. Ah, c'est ouf, hein, c'est ouf. Mais juste avant, il y a une actu, au moment où on enregistre cette émission, c'est la sortie d'une BD. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot quand même, qu'on en profite? Bah ouais, c'est ma première BD aux éditions Soleil, que j'ai coécrit du coup avec Mathieu Mariol et Christian Paty au dessin. Et donc c'est une BD qui revient sur une dizaine de portraits de personnages historiques. Alors il y a des très connus comme Catherine de Médicis, Bertrand du Guesclin, et puis des moins connus comme Lakshmi Bai par exemple, qui est une figure une héroïne de la révolution indienne contre les Anglais. Voilà. Bon, alors ça c'est top. Tu avais déjà fait un petit tour en dehors du format vidéo avec un bouquin en 2016. Ouais. C'est des choses qui te plaisent, voilà, d'aller parler d'une autre manière de l'histoire que la vidéo. Oui, bah en fait si j'ai accepté aussi de faire ce genre de projet, c'est parce que ça s'adresse à un autre public aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous sensibles au format vidéo. Il y a des gens qui vont préférer lire ou que ce soit des livres, des BD, écouter de la radio. Et je pense que c'est bien d'être un peu sur tous les fronts pour parler aux différents types de publics, quoi. Alors tu me dis que tu te considères, tu nous disais dans une vidéo, parce que j'ai regardé évidemment, je regarde la chaîne, que tu te considères plutôt comme un médiateur culturel que comme un vulgarisateur. Qui vois-tu comme différence? Enfin, vulgarisateur, c'est voilà, on se qualifie comme ça parce que les gens nous appellent comme ça. Après, moi, le but du jeu, c'est vraiment et de vulgariser et de faire le pont entre des institutions, donc des musées par exemple, et le public. Et c'est en ça que ça peut être un rôle de médiateur, ou entre l'université par exemple, ou les contenus on va dire scientifiques, et le public. Il y a cette notion de médiateur que j'aime bien en fait finalement. Bon. Dans le festival des historiques que tu as créé avec ta femme Kali, tu as reçu Fred de l'émission C'est pas sorcier. Est-ce que pour toi aussi, et comme pour beaucoup de gamins de ma génération, c'est un peu la référence et c'est eux qui ont un peu lancé un peu tous les vulgarisateurs qui existent sur YouTube? Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je regarde un peu dans le passé, moi quand j'étais gamin, c'était Il était une fois l'homme, c'était et c'était C'est pas sorcier quoi, clairement. Donc c'est vrai que pouvoir recevoir Fred sur scène, c'était incroyable. D'ailleurs, enfin, je voulais juste lui dire merci sur scène à la fin et je me suis mis à chialer devant tout le monde parce que l'émotion était beaucoup trop forte quoi. C'est de voir ce type-là qui m'a tenu en haleine devant ma télé pendant des dizaines, des centaines d'heures et que j'écoutais comme ça, voilà, c'était formidable. Et on le retrouve sur YouTube maintenant. Donc, sur voilà. L'esprit sorcier. Ouais. L'esprit est toujours là de C'est pas sorcier. Bon, dans cette émission, tu le sais, je retrace le parcours de la personnalité que je reçois. Tu as choisi 5 dates qui ont jalonné ton parcours. Je te propose qu'on les découvre maintenant. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet avec une première date en 1999 et ton entrée au collège qui coïncide aussi pour toi avec la découverte de la musique métal. Alors moi j'ai envie de savoir quel groupe tu écoutais en 1999. Bah écoute, avant de me lancer dans le métal, moi c'est vrai que quand j'étais en primaire j'écoutais beaucoup Claude François. Voilà, mais, c'est deux salles, deux ambiances quand même. Hein. Non voilà, mais c'est vrai que quand je suis arrivé en 6ème, voilà, ça a été vraiment la découverte d'un nouveau monde qui a été le milieu du métal. Donc j'ai commencé avec des groupes un peu trashouilles pour l'époque, qui étaient genre Cradle of Filth, des choses comme ça, ou Slipknot.
Slipknot. Donc c'est vraiment des groupes très connus, un peu mainstream on va dire aujourd'hui. Mais ouais, ça a été une vraie révélation pour moi et en fait je me suis engouffré là-dedans et maintenant ça fait 20 ans que j'écoute la musique métal et que je suis à fond dedans et que j'adore aller voir des concerts, voir des artistes se produire, que je vais au Hellfest. Mais justement, parce que tu parles du Hellfest, t'as carrément parlé d'histoire par l'intermédiaire des groupes de métal, ça te suit partout en fait l'histoire. Ben ouais, mais de toute façon, c'est ce qui est bien avec l'histoire, c'est que ça représente tellement de choses. Je veux dire, c'est notre société, donc ça englobe absolument tout ce qu'on connaît. Mais à des instants, voilà, on peut aller où on veut. Donc c'est ça qui est génial. Et c'est ce que je voulais montrer aussi en alliant en fait cette passion pour le métal et l'histoire, où j'ai été au Hellfest et je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que l'histoire est utilisée dans la musique métal. Donc j'ai été interviewer quelques groupes c'était aussi bien sur les textes qu'ils utilisaient que sur les chansons qu'ils pouvaient réinterpréter, des chansons parfois du Moyen-Âge qu'ils allaient réinterpréter en version métal, les habits, voilà, les instruments, tout l'univers finalement imaginaire aussi, les Vikings qui sont beaucoup utilisés dans une certaine musique, une certaine frange du métal. Et donc pourquoi c'est utilisé, comment c'est utilisé, c'est des réflexions qui sont hyper intéressantes et on peut l'appliquer à tout, vraiment à tout. On passe d'une passion à l'autre. Ouais. La date suivante, c'est 2004 avec la sortie d'un jeu que peu d'entre vous connaissent, je suis sûr, World of Warcraft. Est-ce que tu es joueur depuis toujours, avant de me parler de ce jeu plus spécifiquement? Ouais. Moi, depuis que je suis tout gamin, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une console dans les mains. Et j'ai beaucoup trop joué. C'est vrai qu'en 2004, World of Warcraft sort. À l'époque, j'avais pas de thunes, j'avais un PC tout pourri, donc j'allais squatter le compte d'un copain. J'ai joué 6 mois dessus, et puis un jour, je me connecte et il n'y avait plus mon personnage. Je me dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, j'avais plus de place, j'ai dû supprimer le tien. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis allé racheter un PC, je me suis racheté un compte, et je suis devenu joueur. Voilà, ça fait là, j'y rejoue de temps en temps de façon un peu épisodique, mais du coup, ça fait 15 ans que je suis le truc, quoi. Et t'as une idée de ce qui a fait que ce jeu t'a marqué beaucoup plus que les autres? Parce que on n'est pas tous un jeu qui va nous tenir ça pendant des années, c'est quand même assez rare. Ouais, mais ça a été vraiment je pense qu'il y avait déjà des jeux, ce qu'on appelle massivement multijoueurs, c'est-à-dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui peuvent jouer en même temps et se rencontrer. Mais World of Warcraft, c'est le premier vraiment où il y avait, ça a touché même un public qui ne jouait pas à ce type de jeu-là. Et moi, ce qui m'a vraiment gardé dans ce jeu-là, c'était l'humain, quoi. C'est-à-dire que je me connectais le soir, je faisais partie d'une guilde. Bien sûr. Et dans cette guilde-là, il y avait un gamin qui avait 14 ans qui était au collège, mais il y avait aussi un patron de grosse entreprise qui avait 45 ans, il y avait un patineur artistique à la retraite, c'est bon, ça. Il y avait une famille où ils étaient 4 et ils jouaient tous les soirs, tous ensemble chez eux, il y avait un couple de jeunes comme moi j'étais à l'époque, il y avait un prof, il y avait tout un tas de personnes qui se seraient jamais rencontrées ailleurs que dans ce contexte-là. Et du coup, il y a des amitiés qui se sont nouées, parce que finalement, on joue avec ces gens-là pendant des années tous les soirs, qui ont été extrêmement fortes. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça la force aussi de World of Warcraft et des jeux massivement multijoueurs en général. C'est-à-dire que t'as vraiment un mélange des populations qui est super. Et ouais, le jeu vidéo, ça peut être positif, les amis. Ah, on rappelle de temps en temps. C'est bien, mais je le redis comme ça en passant. Bon, en tout cas, ça t'a aussi permis, a priori, de ce que tu me disais en préparant cette émission, pour la prochaine date, en 2008, de découvrir l'audiovisuel. Par quel biais ça s'est fait de passer de WoW à l'audiovisuel? Tout simplement parce que un des joueurs avec qui je jouais était réalisateur. Et moi, depuis que je suis gamin, mon père m'a transmis la passion du cinéma. On avait 600-700 cassettes à la maison. On avait une vidéothèque absolument incroyable. Et à l'époque, un jour, chez ce copain-là, qui me dit, écoute, je sais qu'en ce moment, t'es un peu en galère de taf et tout. Moi, tous mes techniciens m'ont planté sur le tournage que j'ai demain. Tu viens, même si tu sais pas comment fonctionne une caméra, tu te plantes devant et puis tu essayes de m'aider comme tu peux. Je lui ai dit bon, ok. Donc j'y étais. Premier tournage, super expérience. Et puis deuxième fois, troisième fois. Et puis là, il me dit bah écoute, moi je remonte une boîte actuellement. Reprends tes études en audiovisuel. Et je te prends en alternance si tu veux. Je fais bah ok, allons-y. Donc j'ai repris les études et puis on a enquillé comme ça et puis j'ai travaillé pendant 6-7 ans avec lui. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de plonger dans l'audiovisuel et qui a vraiment tracé finalement le début de ma carrière, puisque maintenant ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'audiovisuel. Et sans cette expérience-là, j'aurais pas pu lancer la chaîne par la suite. Et produire, en effet. Il faut produire au départ quand on lance la chaîne, bien évidemment. Puisqu'on en parle, c'est la date suivante. On va s'y attarder un peu plus, les amis, c'est sûr, parce qu'on file en 2014 avec le lancement de la chaîne.
chaîne YouTube. Mais là, ce qui est drôle, c'est que tu avais donc une expérience en audiovisuel, ça on l'a bien compris, mais alors par contre, YouTube, t'écoutes un peu de musique dessus, mais t'y connaissais que dalle. Ah non, que dalle. Vraiment rien du tout, je regardais jamais. En fait, l'expérience des podcasts comme ça qui se rapprochait un petit peu, c'était jeuxvideo.com à l'époque, où il y avait plusieurs émissions qui étaient vraiment sympas, Karim Debache, Usul, 3615 Usul, tout ça. Et donc je connaissais pas vraiment en 2014, on m'a montré une ou deux vidéos comme ça. Et ça coïncidait avec l'époque où la boîte dans laquelle j'étais malheureusement battait de l'aile, et donc je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de me lancer tout seul et de tracer mon chemin, de faire mon propre truc. Et donc je me suis dit je me laisse 1 an pour faire ce que je veux. Et en l'occurrence, vu que j'avais commencé une fac d'histoire que j'avais arrêtée pour l'audiovisuel, je me suis dit tiens, je vais retourner à l'histoire pour réapprendre des trucs et le partager avec les gens. Et ce qui était un peu nouveau là, c'était surtout la présentation, parce que j'avais jamais présenté une émission, et puis l'écriture d'une série. Donc je voulais me prouver aussi à moi-même que j'étais un peu capable de faire ça. Mais voilà, j'avais envie que ça fonctionne, mais bon, j'avais un espoir naïf, quoi. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Et du coup, est-ce que tu te souviens de cette première vidéo que tu as faite, en tout cas la première vidéo que moi j'ai pu voir sur ta chaîne, peut-être que tu en as posté et que tu en as enlevé, mais en tout cas de la première qui est encore en ligne sur ta chaîne, est-ce que tu te souviens? Ouais, les vieux trucs de médecin, ouais. Exactement. Moi je regarde ça, je trouve ça nul. Hein. J'aime bien parce que quand t'es youtubeur et que t'as évolué, pourtant t'as évolué très rapidement parce que ça fait 4 ans et du coup il y a une évolution qui est énorme, mais t'en as fait tellement depuis. Quel regard tu as sur ces vidéos-là, à part que tu trouves ça nul, mais quand même c'est compliqué, mais de toute façon moi tout ce qui a plus de 3 mois, je considère que c'est naze. Donc, tu te remets en question en permanence. Ouais. C'est important, et puis de progresser dans la narration, dans le ton, sur la forme aussi, d'un point de vue technique quand on peut. Moi je trouve que c'est important, faut jamais rester vraiment sur ses acquis, sinon je pense que tu meurs un petit peu, quoi. Donc les gens sont quand même habitués à un certain format. Donc le format que j'ai lancé au tout début de la chaîne, c'est un format que je continue encore aujourd'hui, mais dans l'approche il est quand même beaucoup plus développé, quoi. Ça c'est étoffé, oui, on est. J'ai regardé parce que j'ai l'habitude de regarder. C'est vrai, quand on va sur les premières vidéos, c'est toujours drôle. Remonter le fil quand même, parce que ça ne reste pas moins intéressant et j'ai encore appris des choses. Je l'avais pas vu la première, donc voilà, parce que parfois on arrive à YouTuber, il a produit plein de choses au préalable et on rate parfois. Là il y a 200 vidéos à rattraper. Ouais, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas commencé, mais c'est super sympa. Bon, tu le disais, sur YouTube il faut montrer sa tête. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, toi? Et comment tu le vis aujourd'hui? Parce que ta tête au départ on la connaissait pas, mais maintenant on la connaît. Comment tu vis ça aussi? Au départ c'est faut s'assumer, quoi. C'est-à-dire que quand tu te vois pour la première fois dans la caméra, c'est un peu le malaise. En plus la plupart du temps les gens aiment pas trop leur propre voix, leur propre visage et tout, donc il faut le temps de s'y habituer. Et puis finalement t'es présentateur toi aussi, donc tu le sais, assez rapidement on commence à devenir un peu mégalo. Très voilà. Donc aujourd'hui ça va. Après ce qui est plus délicat à gérer, c'est l'image publique. Oui. Parfois il y a certaines personnes qui ne font pas le distinguo entre la personne privée et la personne publique, ou qui par le biais de la présentation en fait nous prêtent des qualités qu'on n'a pas forcément. C'est-à-dire que moi c'est vrai que les gens quand ils me voient dans la rue, tout de suite ils vont aller me poser des questions d'histoire hyper précises. Oui. Moi je leur dis, tu n'as pas Wikipédia intégré non plus. Franchement les gars, j'en sais rien, quoi. Parce que tu poses pour tes vidéos, on va le dire, c'est des recherches en fait, ça vient pas de nulle part, parce que t'as choisi un sujet quand même où il y a quand même besoin de bosser un peu pour faire des vidéos quand même. Oui, il faut. T'appuies pas sur un bouton et tu parles de ta coupe de barbe qui est parfaite d'ailleurs, mais il y a un peu de travail. Vous êtes combien d'ailleurs? Parce que j'ai vu que tu avais beaucoup de personnes au final aujourd'hui qui gravitaient autour de toi pour fabriquer tes vidéos. C'est un vrai process important maintenant. De plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je me concentre vraiment sur tout ce qui est écriture, réalisation et présentation. Maintenant je me réserve on va dire 20% des montages pour garder la forme, mais il y a un monteur, Will, qui a aussi une chaîne qui s'appelle Dead Will, qui fait de l'analyse cinéma, qui monte la plupart des épisodes. Et puis derrière j'ai un assistant, Tanguy, qui est belge, hein, et qui m'aide donc un peu pour la recherche, pour l'iconographie et sur tout ce qui est animation des réseaux, notamment Facebook. J'ai ma femme aussi qui m'aide sur Kali, qui a sa propre chaîne, les Top Over Kaléidoscope, qui m'aide vraiment sur tout ce qui est organisation du planning, etc. Et puis quand je me déplace, parce que j'ai des formats podcast à la maison, mais je me déplace aussi sur le terrain pour les tournages. Et là, du coup, j'ai toujours un ingénieur du son et un cadreur, et donc un pilote de drone aussi, parce qu'il faut une licence pour piloter les drones, ça c'est important de le dire. Pas faire voilà. Donc ça commence à faire un peu de monde. Et puis de façon épisodique, je fais appel aussi à des auteurs parfois. Puisque je pense que c'est aussi bien de pouvoir avoir un œil un petit peu nouveau de temps en temps. J'avais fait un truc sur l'histoire de l'électricité, je voulais un truc très poétique, et donc j'ai fait appel à un pote, Hugo Bimard, qui lui, pour le coup, a un phrasé que j'aime beaucoup.
Et ben voilà, et ça fait un vrai travail, et ça nous permet de rappeler que quand on fait des émissions, il y a plein de gens derrière, Exactement. souvent, même sur YouTube, parce que c'est vraiment qu'on peut faire de très belles choses avec YouTube. Moi j'ai remercié Mathieu qui me donne un coup de main et qui s'est levé très tôt ce matin. Merci Mathieu. Qui est juste derrière. Voilà, parce que moi aussi j'ai ma petite équipe et j'ai surtout des copains sympas qui viennent me donner un coup de main. Ta dernière date, alors c'est une première pour moi parce que là je reçois quelqu'un qui parle d'histoire, et là il me donne une date qui est dans le présent, voilà, et pas dans le passé, parce que pour toi le présent c'est surtout de voir ce que tu vas pouvoir faire, et tu me parles de la fibre qui arrive en 2019 chez toi. Mais oui. Ça veut dire que tu as des projets clairement de développer de nouveaux formats, de faire d'autres choses? En tout cas, ça va être un confort absolu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas une connexion de fou, et c'est vrai que c'est compliqué parfois pour envoyer des épisodes. Vidéo, déjà. Moi, par exemple, je filmais des conférences de copains, j'en avais une quinzaine, une vingtaine à mettre sur ma chaîne, et je me suis dit c'est juste pas possible, ça va me prendre une semaine. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je prends mes disques durs, je vais squatter chez des copains sur Tour Centre qui ont la fibre, et je vais envoyer les trucs de chez eux, quoi. Donc c'est pas terrible. Là, je vais pouvoir faire ça de chez moi, donc ce qui est plutôt cool. Et puis éventuellement, je vais pouvoir reprendre un petit peu le streaming, éventuellement le soir. Voilà, jouer un petit peu, faire des trucs avec des copains, que ça soit historique ou pas, mais ça sera une possibilité, quoi. Donc ça c'est vraiment. Donc sur une de tes chouette. deux chaînes, puisqu'il y a une chaîne, il y a Nota Bonus aussi qui existe, ça sera sur quelle chaîne le streaming? Alors ça sera surtout sur Twitch, pas sur YouTube, directement sur un autre format. et peut-être sur Nota Bonus, Voilà, sur Nota Bonus, la chaîne c'est ça. très inspirée. Il faut de temps en temps. Pas facile à trouver un nom. Non. D'ailleurs, Nota Bene, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est un copain qui est spécialisé qui est journaliste, qui aime beaucoup trouver des noms de titres, d'articles, qui m'a dit ah mais Nota Bene, ça serait vachement bien. Je fais, ouais, c'est trop bien. Voilà. En tout cas, ça marque très clairement. Bon, Benjamin, maintenant, un moment important, nous allons passer au Selfie Geek. Est-ce que tu veux bien? Allez, c'est parti. Allez, voici le Selfie Geek. Alors dans cette rubrique, je pose toujours 5 questions. C'est pas beaucoup de travail là pour le coup parce que c'est toujours les mêmes questions, mais souvent évidemment des réponses différentes. Et on va commencer avec ta série télé préférée. Futurama, clairement. Voilà, Futurama qui a été créé par Matt Groening, qui est le créateur des Simpsons, et qui est une série que j'ai découvert, je crois que c'était au début de mes années lycée, peut-être en seconde. Et vraiment ça a été une petite révélation, quoi, parce que c'est une série qui alors les Simpsons c'est très profond, c'est très critique vis-à-vis de la société. Pour moi Futurama va parfois plus loin que ça, et vraiment. Alors peut-être pas les dernières saisons, mais en tout cas les 3-4 premières saisons sont vraiment hyper intéressantes, hyper critiques. Il y a des choses très très drôles dedans. C'est vrai qu'à l'époque il se foutait un peu de la tronche de Al Gore, qui avait prêté sa propre voix à son avatar dans Futurama. Donc c'était assez drôle parce que il y avait beaucoup d'autodérision aussi, et en fait se servir du futur comme d'un prétexte pour critiquer le présent, je trouve ça génial, parce que finalement moi dans l'émission ça peut m'arriver de me servir du passé pour essayer de faire passer un message aussi, quoi. Voilà. Et ben là c'est l'inverse. Ta chaîne YouTube préférée, est-ce que c'est facile comme question? C'est compliqué. Non, c'est toujours super dur. Ouais. Bah non, et puis je sais. En plus t'as un petit côté un peu favoritisme. Voilà. Après, que va-t-il dire? J'ai des potes qui m'envoient des messages en disant t'aurais pu dire que c'était moi. Voilà. Non, mais je peux en citer 2 ou 3. Ouais. Moi, c'est vrai qu'une chaîne que j'aime beaucoup, alors en histoire, c'est Confession d'Histoire, de Hugo Bimard, dont j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment génial. C'est un concept de confessionnal de télé-réalité, mais avec des personnages historiques, quoi. Donc c'est la guerre des Gaules racontée par César et Vercingétorix qui se plaignent dans un confessionnal, et c'est hyper drôle, c'est avec des acteurs, c'est vraiment super bien. Donc Confession d'Histoire, faut aller voir. Après il y a le Horizon Gull, qui est tenu donc par 2 personnes, Gull et V6, qui tiennent aussi un blog qui s'appelle le Hacking Social Blog. Et là c'est une chaîne sur ça va être des vidéos pour essayer de se déformater un petit peu du marketing ou des pièges parfois tendus par les médias, ou voilà. Donc ça permet de s'outiller avec un esprit critique et de pouvoir lutter un petit peu contre toutes les agressions extérieures qui peuvent arriver sur nous. C'est vraiment génial pour se déformater et s'aérer un petit peu le cerveau. Et puis arrêtons d'être chauvin, allons ailleurs, aux États-Unis par exemple. Il y a la chaîne Bat in the Sun qui est vraiment sympa pour ceux qui aiment du coup les super-héros par exemple, puisque
c'est une chaîne qui fait des courts-métrages où ils se font affronter les super-héros de notre choix. Donc par exemple, ils ont fait Dark Vador contre Batman. Et c'est génial parce qu'en plus c'est super bien fait, c'est avec des décors de fou. Donc on a Batman qui se pointe sur l'étoile de la mort, et puis gros fight entre les deux. Et en fait c'est le public qui choisit qui gagne. Donc t'as la vidéo principale avec vraiment la personne qui a été choisie qui gagne. Et puis ils font quand même la fin alternative avec la fin du combat qui change. Et c'est vraiment super. Il y a aussi Spider-Man versus Dark Maul. Voilà, c'est des trucs qui sont très très sympas à voir. Ah bah vous avez les conseils en tout cas de Nota Bene pour aller vous nourrir sur YouTube. Ton livre ou ta BD ou ton manga préféré? Là aussi c'est compliqué. Maintenant moi c'est vrai que j'aime beaucoup la science-fiction, donc il y a tous les cycles de Asimov qui sont des classiques, mais il y a quelques années j'ai pu découvrir un roman de science-fiction qui s'appelle Le vieil homme et la guerre en français, de John Scalzi. Et ça a vraiment été un livre assez incroyable. C'est compliqué de pas spoiler quand on en parle, mais en gros c'est un vieux qui, sur la planète Terre, à 70 ans, on nous propose de s'engager dans l'armée, si on le veut, mais toutes les personnes qui s'engagent dans cette armée, on les revoit jamais. Et lui qui a perdu sa femme se dit de toute façon j'ai rien à perdre, et en fait on suit son aventure, voilà, où ce gars de 70 ans s'engage dans l'armée et part pour des horizons lointains. Bon, la suite il faut aller lire, mais c'est ça aussi d'intérêt, c'est justement d'avoir les conseils de nos invités et de vous faire découvrir des choses. Ton jeu vidéo, ta plateforme de jeu préférée, on va mettre à part WoW dont on a parlé tout à l'heure. Oui, on va mettre à part WoW, mais après moi je joue vraiment à plein de trucs. Beaucoup de petits jeux indés là dernièrement, voilà, on a fait quelques soirées avec des potes sur un jeu qui s'appelle Golf is Your Friends. Donc c'est des jeux de golf où on désactive la gravité, donc tu joues au golf avec une gravité martienne, enfin lunaire, c'est assez rigolo. Sinon je me remets un petit peu à Minecraft en ce moment, parce que c'est sympa, tu peux faire des châteaux forts. Oui, c'est vrai. Voilà. On peut refaire le château d'Amboise comme on veut dans Minecraft, donc c'est sympa quand on le fait à plusieurs. Et puis sinon des jeux de tir en équipe, ça peut être sympa aussi. Des PlayerUnknown's Battleground, des choses comme ça, c'est des jeux qui sont sympas, quoi, qui renforcent un peu on va dire le team building, où tu joues à plusieurs et tu peux te reposer sur tes potes. Ça c'est vraiment bien. On a compris que tu aimes bien jouer, en tout cas avec des gens aux jeux vidéo. C'est une conception que je partage, et en effet je trouve ça formidable de pouvoir partager, que ça soit en ligne ou en vrai. C'est ça. On va terminer avec la dernière question, monsieur le Geek. Ton objet technologique préféré? Un historien, ça a quoi comme objet technologique en permanence avec soi? Ou à la maison? Il y a mon téléphone, mais c'est aussi un objet de servitude. Donc c'est pas mon objet préféré non plus. Moi, celui que j'aime bien, c'est mon robot aspirateur. C'est bon, ça. Parce que le matin, je me lève, je mets mon petit robot aspirateur, et puis il travaille tranquille dans la maison pendant que moi je travaille. Voilà, et ça me décharge un peu d'un peu de boulot. Donc c'est bien le robot aspirateur. J'avais jamais eu le robot aspirateur, les gars, dans l'objet technologique préféré. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Benjamin, une nouvelle fois, d'être prêté au jeu. Merci pour l'invite. Et d'avoir montré ton parcours. Nous, on était heureux de pouvoir profiter du château d'Amboise. C'était encore un lieu formidable. J'ai remercié Samuel Buchwalder ainsi que toutes les équipes du château. Je vous remercie, vous, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Vie de Geek. Et en attendant, soyez geeks.